Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va discuter un petit peu des relations que nous, viewers, entretenons aux streamers et aux youtubeurs. De quoi on parle? Alors vous le savez certainement, mais en 2017, il y a eu un grand mouvement social sur internet avec le mouvement MeToo, qui est un hashtag qui visait à libérer la parole des femmes en leur permettant, sur Twitter, de partager les violences sexuelles et sexistes qu'elles ont subies. Ce mouvement-là, il s'est prolongé, il a eu des ramifications, il y a eu de nombreux hashtags après celui-ci, sur notamment Twitter, avec balance ton youtubeur, il y a eu balance ton porc, il y a eu balance ton influenceur. Et à chaque fois, il s'agit pour souvent des femmes de dénoncer les agissements de youtubeurs ou de personnes en position de pouvoir qui les ont, ou les auraient dans certains cas, agressés sexuellement, violés, auraient fait preuve de violence psychologique à leur égard, et ce genre de choses. Et aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est de ça. Des influenceurs, et plus précisément des youtubeurs, puisque récemment il y a eu pas mal d'affaires, ça vous a sûrement pas échappé, avec notamment le cas de Dirty Biology, alias Léo Grasset, qui tient une chaîne de vulgarisation scientifique de biologie notamment, et qui a été accusé par une femme de viol et par 7 autres femmes de violences sexuelles et psychologiques. De son côté, il conteste les faits par le biais de son avocat et il n'a pas repris la parole depuis autrement. Donc on voit que ce genre de témoignages se sont multipliés ces derniers temps et on peut se poser la question de pourquoi ces influenceurs font ça. Qu'est-ce qui pousse des humains a priori totalement normaux à commettre de tels actes? Des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences sexistes et des viols dans certains cas. Et souvent, il y a eu beaucoup de cas où malheureusement, il y a en plus des cas de pédophilie, avec notamment des jeunes femmes qui sont mineures. Donc on parle là d'actes graves, pratiquement tout le temps pénalement condamnables, qui sont particulièrement immoraux. Tout simplement d'abord pour évoquer l'effet de l'argent et du pouvoir. Il est bien connu, il est évident pour tout le monde que lorsqu'on a du pouvoir, une certaine audience, qu'on a un impact assez fort sur le monde, qu'on a un pouvoir d'interaction sur le monde qui est important, comme un youtubeur très connu, évidemment, on n'a pas le même rapport aux autres que n'importe qui, que quelqu'un de normal, entre guillemets normal, qui n'a pas d'audience particulière sur les réseaux, qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent ni de pouvoir. On a bien vu ça avec Weinstein, par exemple, qui est quelqu'un qui était très riche, dans un milieu très influent, et on peut tous penser à beaucoup d'exemples dans lesquels quelqu'un qui a de l'argent et du pouvoir a des comportements qui ne sont pas complètement normaux. Un deuxième facteur qui est peut-être à coupler avec ce premier-là, c'est l'effet des relations parasociales. Alors les relations parasociales, très simplement, c'est l'idée que les relations que nous, viewers, entretenons avec un youtubeur, par exemple, via un écran, n'est pas du tout la même relation que celle que l'on aurait dans la vraie vie. Alors, un exemple, par exemple, de ce genre de relation parasociale, parce que c'est un concept qui, en science, est encore très étudié, et qui est à la limite de la psychologie, de la biologie et de la sociologie, c'est que je mettrai le lien de l'étude dans la description, mais il y a une étude qui a démontré que les gens qui étaient perçus comme socialement importantes, on leur attribuait, malgré nous, par un effet cognitif complètement implicite, des centimètres en plus. C'est-à-dire que notre perception de la taille des gens dépend, entre autres, de la célébrité perçue de ceux-ci. Et ça, par exemple, c'est un cas dans lequel ces questions de relations parasociales interviennent très fortement. Puisque là, on voit qu'on attribue un caractère réel complètement arbitraire, plus de taille, à quelqu'un juste parce qu'il est connu, et qu'on lui attribue une certaine célébrité. Donc on a là ce qu'on appelle en psychologie un effet de halo. C'est lorsque l'on attribue une caractéristique d'un objet à une personne. Par exemple, vous regardez depuis longtemps les vidéos de Dirty Biology, vous les appréciez, vous le trouvez gentil et plutôt beau sur ces vidéos, donc vous allez lui attribuer à la personne réelle ces mêmes caractéristiques. C'est ce qui fait qu'on a des gens qui vont défendre des youtubeurs parce qu'ils disent « Je regarde ses vidéos depuis 10 ans, il a toujours été gentil, donc il est forcément gentil pour de vrai, et donc il n'est pas capable de ce qu'on l'accuse. » Un autre facteur auquel on pourrait penser, c'est l'importance, voire peut-être des fois dans certains cas la prédominance de prédisposition à des maladies mentales, voire de maladies mentales déjà déclarées, chez des sujets youtubeurs qui acquièrent une audience, cette audience amplifiant les effets de certaines maladies, et on peut du coup obtenir des résultats assez aberrants d'humains qui étaient déjà dysfonctionnels, qui par des effets de pouvoir et d'influence qu'on leur confère,
se voient d'autant plus malades en fait. Qu'on peut penser à des problèmes de perception de soi, voire des maladies plus graves, de la schizophrénie, des sociopathies, et plein d'autres choses qui peuvent expliquer qu'un gain d'audience, qu'un gain de pouvoir important va venir distordre encore plus des perceptions du monde qu'il était peut-être déjà. Et donc déjà, il semble qu'avec ces 3 facteurs-là, on peut déjà expliquer pour beaucoup le comportement de ces youtubeurs. Et on peut peut-être dire une autre chose, c'est que souvent, après ces accusations-là, les accusés répondent, il y a des communiqués, certains des vidéos, etc. Et souvent, on remarque qu'ils n'ont pas conscience d'avoir mal agi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui devrait nous faire nous questionner, au sens où, quand on a agressé sexuellement quelqu'un ou violé quelqu'un, et que quand ça sort publiquement, qu'on en est accusé, que tout le monde en prend conscience, connaissance, et que la personne en question ne s'en est pas rendu compte, réagit et dit « je ne m'en suis pas rendu compte », voire des fois s'excuse, ce qui est quelque chose d'étrange, puisqu'on ne peut pas s'excuser de ça, c'est fait, point. Donc il y a peut-être là un indicateur que les youtubeurs et ou streamers qui ont une certaine audience, une certaine influence sur Internet, ont peut-être une perception vraiment déformée en fait de la réalité et des relations sociales. On imagine ça assez bien. Ils rencontrent des dizaines de personnes tous les jours. Ils ont une très grande facilité à approcher de nouvelles personnes puisqu'ils sont déjà connus, donc ils possèdent une espèce de... En fait, il y a un déséquilibre naturel dans toute relation qu'ils pourraient former avec d'autres gens. À partir du moment où un youtubeur connu entre en relation avec une autre personne qui sait que c'est un youtubeur connu, la relation est tout de suite très étrange, biaisée, et on pourrait même peut-être dire qu'en général, ce sont des relations malsaines à éviter. Parce que quand on entre déjà dans une relation dissymétrique du point de vue de l'influence et de l'importance que l'on a socialement, à ce point déséquilibré, est-ce qu'on ne peut pas tout de suite déjà déclarer que c'est une relation parasociale qui ne peut pas vraiment être saine? Peut-être que là, il y a quelque chose à approfondir. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des raisons, abordons quel type d'acteur on a dans ce genre de cas. Alors en général, il y a deux positions. C'est des positions philosophiques et sociales différentes. D'un côté, on a ceux qui vont défendre un youtubeur. Ce sont souvent des gens qui les suivaient déjà. Ce sont des gens qui pensent que parce qu'ils les sont trouvés gentils dans des vidéos, ils sont gentils dans la vraie vie, donc ils ne peuvent pas agresser, violer, etc. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce de point de vue légaliste qui consiste à dire ok, X est accusé de viol ou d'agression sexuelle, mais présomption d'innocence faisant foi en France, on doit adopter ce point de vue et dire, dans les cas les plus extrêmes, ces gens vont jusqu'à dire que les accusations sont mensongères, et à minima, qu'il y a présomption d'innocence, et que donc on ne peut pas déclarer coupable le youtubeur ou la personne incriminée, puisque c'est le principe légal français qui s'applique. Alors un défaut de ce genre de raisonnement est quand même qu'on peut remarquer qu'il est souvent ad hoc. C'est-à-dire qu'on part a priori d'un bon sentiment vers le youtubeur, on veut le défendre, et donc ce qui se passe, c'est qu'on élabore un raisonnement simpliste qui permet de le défendre. On va dire « j'aime Dirty Biology, j'aimais ses vidéos, donc je l'aime lui ». Donc là, il y a un glissement du personnage sur la personne réelle, puisque le personnage Dirty Biology sur ses vidéos, ce n'est pas Léo Grasset. Et ça, c'est un point très important, qui est peut-être le sujet principal de cette vidéo. Un des points importants de cette vidéo, c'est de dire nos personnalités favorites sur Internet, ce ne sont pas les personnes réelles. Dirty Biology n'est pas Léo Grasset. Au même titre que tous les autres youtubeurs, la personne qui est représentée dans leurs vidéos n'est pas la personne réelle. Et donc souvent, ils confondent ça, il y a ce glissement entre la personne perçue, le personnage et la personne réelle, et donc on veut le défendre, et donc là on adopte un point de vue simpliste, naïf, légaliste, consiste juste à dire présomption d'innocence, circuler, il n'y a rien à voir. Les deuxièmes types d'acteurs, ce sont des victimes, souvent des femmes. Souvent, elles subissent les pressions et la prévalence du premier groupe d'acteurs, qui est souvent bien plus important pour quelqu'un comme Léo Grasset. Peut-être pas trop, puisque là, on a eu un phénomène assez intéressant, justement, ça s'inscrit dans le mouvement MeToo, et avec tous ces témoignages qui sont s'accumuler sur les années, ça fait peut-être que l'importance symbolique du premier groupe d'acteurs, des défenseurs, est moins importante, et que donc la parole des victimes est peut-être plus entendue. Et donc ce deuxième groupe d'acteurs, les victimes, souvent des femmes donc, c'est une position philosophique et sociale, surtout sociale mais aussi philosophique, qui consiste à dire quand quelqu'un est accusé de quelque chose, il faut croire la victime. Il faut partir du principe que la victime ne ment pas, puisque c'est une position plus saine à établir
Puisque si la victime ment, ça porte un préjudice à l'accusé. Mais on estime dans cette position que ce préjudice est moins grand que celui de toutes les victimes qui accusent des gens et qui ne sont pas crus. Puisque ça, c'est quand même un préjudice assez important, souvent envers des femmes, donc qui est souvent accompagné de biais et de réflexes sexistes et misogynes qui persistent dans nos sociétés, qui consistent à dire ou à faire croire que des femmes mentent ou veulent de l'attention juste parce qu'elles en veulent, ou parce qu'elles veulent de l'argent en faisant un procès, etc. Donc c'est un point de vue qui est quand même assez malsain. Et donc voilà, ces mouvements, ce deuxième groupe d'acteurs s'inscrit dans des mouvements de libération de la parole, des mouvements féministes, a évidemment des biais sur le point de vue philosophique, puisque c'est un point de vue qui est quand même absolutiste. On doit toujours croire la victime par défaut, ce qui peut évidemment conduire à des abus, mais qu'il faut toute raison garder, ces abus sont minimes. Les cas d'agression et d'accusation fausses sont rares. Donc là, on a globalement les deux types d'acteurs qu'on peut trouver sur ce genre de situation. Et il y a une petite remarque qu'on peut faire, en plus de ce que j'ai dit. Le premier groupe, ceux qui défendent les youtubeurs accusés, c'est souvent dans une position oppressive. Vous verrez souvent les acteurs de ce groupe qui vont sur les réseaux pour décourager et décrédibiliser les victimes et leurs soutiens, pour dire que c'est forcément faux, etc. Et dans le deuxième cas, dans le deuxième groupe, vous trouverez souvent que c'est un groupe de personnes qui subit, qui est plutôt dans le défensif. Donc là, on a quand même deux visions philosophiques en fait de la justice qui sont complètement opposées, qui sont bien illustrées dans ce genre de situation en général, qui évidemment sont victimes d'abus de part et d'autre. Je pense quand même qu'il y a plus d'abus du côté de ceux qui défendent les agresseurs et les youtubeurs, puisque souvent c'est par des raisonnements plus simplistes, c'est souvent un raisonnement de sympathie, c'est souvent empreint de clichés sexistes sur les femmes et sur leur volonté d'attention ou d'argent. Donc voilà, il me semble que ça c'est une bonne présentation de ce genre de situation, les enjeux qu'on peut y trouver, et de peut-être des éléments de réponse de pourquoi ce genre de situation occure, et continue d'occurer dans nos sociétés. Pourtant on a l'impression d'avoir progressé, et on se rend compte que finalement, ce genre de situation continue d'arriver assez régulièrement. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à faire des commentaires sur ce que je pourrais améliorer ou pas. On se retrouve donc une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur un sujet probablement tout autre. Et n'oubliez pas, restez raisonnable.